Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 24 heures, en direct de Lausanne, sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité particulier, c'est un nageur de l'extrême, il vient de la région de Morges et il repousse les limites physiques et mentales pour nous sensibiliser à la préservation de nos océans et de nos lacs. À 28 ans, il s'est lancé un défi un petit peu fou, il a tenté de rallier Calvi à Monaco à la nage, ce qui représente à peu près 200 km. Il a passé plus de 1000 heures dans l'eau et malheureusement, il a dû laisser tomber à seulement 2 petits kilomètres de l'arrivée. Vous l'avez suivi par dizaines de milliers sur les réseaux sociaux. Noam Yaron, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ici, c'est trop cool. C'est avec grand plaisir qu'on le fait, évidemment. Comme vous le savez, on est en live sur Instagram et sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et on y répondra à la fin dans la mesure du possible. Alors, ma première question, c'est tout d'abord de savoir comment tu vas mentalement, physiquement, après cette épreuve que tu as vécue cet été. Écoute, ça a été chaud, hein. Je vais être transparent. Après avoir fait 102 heures passées dans l'eau, 191 km de Calvi jusqu'à Monaco, je suis sorti dans un état d'extrême fatigue, de brûlure. On voit encore là ma lèvre qui n'est pas encore tout à fait remise, bien que ça fait bientôt 15 jours que je suis sorti. Des brûlures qu'on voit encore un petit peu ici, là, qui sont en train de se résorber. À peu près 15% de mon corps qui a été brûlé au 2e degré profond. Donc ça n'a pas été facile. 9 jours d'hospitalisation quand même après la sortie d'eau de ce défi. Et puis là, on se remet gentiment à la verticale, parce que j'étais à l'horizontale pendant quand même assez longtemps. Et donc le sang qui arrive pas forcément toujours bien au cerveau, donc ça laisse place à des moments un peu d'étourdissement, mais normalement si tout va bien, on ne devrait pas me voir tomber dans les pommes dans cette interview. Ça nous rassure déjà dans un premier temps. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet et puis surtout quel était le but ? Alors il est né, on va dire, dans une série de projets un peu fous que j'ai commencé en 2021 avec le lac Léman à la nage, qui était mon tout premier défi, qui n'était pas du tout pour la nature au départ, où l'objectif c'était de réaliser mon rêve d'enfant, de rêve de nageur. J'ai commencé à 8 ans la natation et j'ai toujours vécu à Morges pratiquement. Et donc en se baladant au bord du lac, on se dit toujours en fait j'aimerais bien traverser ce lac en voyant Évian, Thonon de l'autre côté. Au début je parlais plutôt de la largeur, puis ensuite je me suis attaqué à la longueur en 2021. Pas de piscine ouverte en 2021 parce que le Covid, donc obligé de s'entraîner dans le lac. Et c'est là où j'ai découvert la triste vérité, ce qui se cache sous la surface, parce qu'en hiver, le lac Léman, il est beaucoup plus transparent, donc on voit ce qui se cache au fond. J'ai vu des vélos, des caddies de course, des plastiques, sachets plastiques, cornets, que ce soit aussi des bouteilles, plein de choses complètement folles. Et je me suis dit, OK, s'il y a une cause pour laquelle j'ai envie de me battre pendant cette traversée, c'est la cause de la pollution plastique dans le Léman. Donc je me suis approché de l'ASL, l'Association de la sauvegarde du Léman, avec qui j'ai fait mon service civil aussi l'année suivante. Et j'ai découvert qu'il y avait plus de 50 tonnes de plastique qui finissaient dans le Léman chaque année. C'est énorme. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, une nouvelle étude vient de prouver qu'il y a le double de plastique. Donc 100 tonnes qui finissent dans le Léman chaque année. C'est à peu près 33% de poussière de pneus. Donc quand on prend sa voiture et qu'on fait un petit trajet, aussi long soit-il finalement, et qu'on freine, il y a l'érosion des pneus qui est finalement un dérivé du plastique et qui finit dans l'eau à cause de la pluie ou du vent. Donc ça a été un gros sujet de sensibiliser les gens au niveau local à tout ça. Et j'ai battu le record de cette traversée qui était de 22h39, je crois, et j'ai fait moins de 20h, 19h53 minutes. Et donc, ça a été une énorme surprise au niveau local. On en a beaucoup parlé. Ça nous a permis d'utiliser finalement sur les réseaux sociaux et dans les médias de pouvoir parler de la cause, de ce qu'on ne voit pas finalement et d'aller voir ce qui se cache sous la surface. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que j'essaye de représenter cette cause au niveau national. Donc, en 2022, j'ai fait les 5 plus grands lacs de Suisse en 11 jours. Ça a aussi été un grand succès, également 5 records, dont 2 lacs qui n'avaient jamais été traversés auparavant. Les Suisses allemands n'ont pas trop aimé que je sois le premier à traverser le lac de Zurich en longueur, mais c'est une parenthèse. Et puis ensuite, j'ai fait un triathlon pour à nouveau être plus hors de l'eau que dans l'eau, pour pouvoir aussi parler beaucoup, parce que quand on nage, finalement, c'est pas très pratique pour pouvoir suivre les interviews. Et donc de toucher finalement la Suisse en entier et d'échantillonner les lacs de montagne, qui étaient les parcours de natation dans ce triathlon qui reliait en fait d'est en ouest le pays en passant par les Alpes. Et c'était assez dingue. En échantillonnant en fait les eaux, on a relevé en fait l'ADN environnemental qui se cachait en fait dans l'eau, donc qui donne un indice sur les espèces qui dépendent de la qualité des eaux. Et on a découvert des méduses dans un lac de montagne, dans le lac de Saint-Moritz. C'est une première. Ça a permis de prouver que le sport de haute performance pouvait être un outil finalement de sensibilisation, sensibiliser des millions de personnes. Et puis aussi de contribuer en fait concrètement à des découvertes scientifiques. Ça a généré beaucoup de bruit au niveau cantonal, donc les Grisons qui ont dû prendre les devants
pour essayer de voir comment ces méduses sont arrivées et puis comment est-ce qu'on peut finalement améliorer l'état de ces lacs de montagne qui sont des lacs sentinelles et qui donnent des aspects de santé sur ce qui se passe ensuite en dessous. Et ensuite, première tentative, Calvi-Monaco, qui s'est abrégée après 103 km et 48 heures à cause des courants, des vents et des vagues, qui étaient malheureusement pas avec moi cette année-là. Et du coup, je me suis dit, il faut que je le refasse, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Et puis, on pourra parler de cette traversée. Et pour moi, en fait, la Méditerranée, c'était un choix bien, on va dire, réfléchi. Calvi-Monaco, c'est la distance, la longueur, en fait, de la plus grande aire marine protégée de Méditerranée, qui s'appelle le Sanctuaire Pelagos, qui est gouverné par 3 pays, ce qui est très rare, d'avoir une zone où 3 gouvernements se mettent d'accord, finalement, pour pouvoir protéger cet espace commun. Et donc, c'est l'Italie, la France et Monaco qui sont en charge de cette zone qui est dite protégée, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Et l'objectif, c'était de la mettre en avant, de mettre en avant les enjeux. Il y en a plusieurs. La première, c'était la pollution plastique. Dans la Méditerranée, c'est 630 tonnes par jour de plastique qui tombent dans la Méditerranée. Ça a fait de cette mer l'une des mers les plus polluées du monde. Et en ayant quelques, on va dire, analyses et études, on s'est rendu compte qu'il y avait des concentrations de microplastiques parfois supérieures dans le lac Léman que celles de la mer Méditerranée. Donc ça vous laisse imaginer l'ampleur du dégât. C'est pas toujours dans des océans, des îlots de plastique qu'on peut voir sur des documentaires alarmants. C'est aussi chez nous, en Suisse. Et il faut absolument pouvoir finalement retourner tout ça. Et cet deuxième enjeu, c'est aussi le trafic maritime. Il y a à peu près 25% du trafic maritime mondial qui passe par la Méditerranée. C'est énorme. Et en fait, ces bateaux sur la zone vont beaucoup trop vite et percutent en fait des cétacés, dont les baleines. Parce que oui, il y a des baleines en Méditerranée. On a fait un petit sondage et 9 personnes sur 10 ne savaient pas qu'il y avait des baleines en Méditerranée, même en vivant sur les côtes de la Méditerranée. Et donc, de reconnecter les gens avec la mer, c'était important et surtout de militer pour cette limitation de vitesse auprès des gouvernements, puis aussi auprès des sociétés maritimes avec qui on est en contact, et d'essayer de comprendre en fait leurs enjeux, pourquoi ils vont aussi vite, et d'essayer de voir s'il y a des points communs et comment on pourrait les amener, même sans limitation légale, à abaisser eux-mêmes les vitesses, et qui peut aussi, en fait, en percutant des baleines, endommager les bateaux. Donc il y a plein de choses à voir. C'est un sujet très complexe, mais sur lequel on essaye de maîtriser au mieux tous les enjeux pour faire en sorte que ça change. Ok, merci pour cette explication très complète. Donc, tu as passé à peu près 102 heures dans l'eau durant cette traversée. Tu l'as dit, c'était plus de 190 km. Et moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment est-ce qu'on prépare son corps et surtout sa tête pour une telle traversée? Alors, c'est impréparable, déjà, il faut le dire. C'est-à-dire que vu que personne ne l'a fait avant, il n'y a aucun chemin, aucun mode d'emploi, il n'y a personne vers qui on peut se tourner. Alors évidemment, il y a des gens qui ont fait des nages de plus de 100 km, on est quelques-uns à avoir dépassé cette barre. On peut essayer de s'informer sur les hallucinations que génère le manque de sommeil, les frottements qu'on a avec ou sans combinaison en ayant tous ces coups de bras. J'en ai fait à peu près 200 000, donc imaginez un petit peu ce qui se passe sous les bras. Et puis, il y a aussi l'aspect logistique, la gestion météo, du parcours en fonction du vent, des courants. Il faut savoir qu'en Méditerranée, il n'y a pas énormément de bouées météo au large. Il y en a beaucoup sur les côtes. Mais en fait, le 3/4 du parcours, on ne voit pas la Terre. Ce qui est aussi assez impressionnant de nager aussi loin qu'on ne voit plus la Terre. Et c'est un peu le no man's land. On n'a aucune idée. Donc nous, on a été suivis, soutenus et conseillés par Météo France, qui a été notre partenaire pour la partie, on va dire, météo et routage. On avait aussi un logiciel en fait professionnel qui intégrait les données météo, qui intégrait mes données de santé de nage, donc si je nageais plus ou moins vite, combien de temps je m'arrêtais, et donc de faire le tracé idéal par rapport aux informations données par les prévisionnistes météo. Il faut savoir que ça a été très compliqué parce qu'à nouveau, c'est très difficile d'imaginer ce qui se passe au milieu de la Méditerranée. Il y a 2800 mètres de fond, donc ça laisse place aussi à des perturbations qui sont presque incontrôlables. Et puis, je pense que peut-être cette traversée a aussi donné peut-être des indications à ces experts météo sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer en fait la lecture de la courantologie en fait de la Méditerranée. Donc, on espère pouvoir avoir contribué aussi à l'envie d'aller voir plus loin pour non seulement des courses au large, mais aussi pour des nageurs ou d'autres sports comme du paddle ou même du vélo aquabike que la princesse Charlène, notamment de Monaco, fait tous les 2 ans, je crois, la traversée de Calvi aussi à Monaco. Donc, il y a plein de choses. Et puis, en termes de préparation, c'est 4 entraînements par semaine dans l'eau, que ce soit en piscine, en lac ou en mer, dépendant des périodes. C'est énormément de kilomètres à faire, des répétitions générales avec les vrais bateaux, l'équipe pour pouvoir voir comment le bateau se comporte par rapport à certaines conditions.
comment moi je me comporte dans l'eau aussi. Et puis au niveau physique, il y a aussi 2 entraînements par semaine en salle, donc au fitness, pour pouvoir améliorer l'endurance musculaire, ce qu'on ne peut pas faire en tirant simplement de l'eau. Donc il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Et tous les jours, entraînement mental, donc de visualiser, de se voir nager de nuit, de voir des requins, parce que oui, il y a aussi des requins en Méditerranée, de voir les moments difficiles, les bons moments, de visualiser son arrivée, de visualiser le départ, la fatigue, les hallucinations, donc tout ça pour entraîner le cerveau finalement à ne pas à encaisser au mieux finalement ces informations qui sont pas connues. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est respiration pour se calmer. Donc il y a des méthodes comme la cohérence cardiaque, où on synchronise en fait sa respiration avec ses battements du cœur, qui permet en fait de remettre à niveau le système nerveux qui est mis à rude épreuve en restant réveillé aussi longtemps. Et puis énormément de travail d'hypnose pour pouvoir notamment réussir à dormir en nageant, mais aussi dormir dans l'eau sur le dos. Je faisais des micro-siestes à peu près de 7 minutes, 4 à 6 fois par tranche de 24 heures sur le dos, comme une loutre, comme ça. Et puis, on a découvert une méthode, en fait, dans la première tentative, avec un spécialiste, un hypnothérapeute qui était docteur, médecin avant, et puis qui s'est spécialisé dans la médecine chinoise et l'hypnose, qui est basé à Montreux. Et qui, en fait, c'est assez drôle parce qu'il est spécialiste dans l'anesthésie des grands brûlés. Donc, il suit en fait des anesthésistes pour accompagner des grands brûlés qui vont être opérés et qui n'ont plus la capacité d'être anesthésiés avec des méthodes classiques. Et donc, au départ, il voulait pas forcément me suivre parce que, évidemment, il a une méthode en fait qui est unique au monde et il essaye de passer son savoir pour essayer que les gens justement aient moins de douleur. Et donc, je lui ai dit, si une fois tu as une annulation, dernière minute, je suis là, je viens. Et en fait, il a adoré notre rencontre. Il a vu que j'étais très sensible à l'hypnose et puis on a travaillé sur justement pouvoir dormir dans l'eau et dormir en nageant. Et c'est une méthode assez folle où en fait je ferme les yeux, je peux faire ça que la nuit, où j'ai une ligne en fait comme on a dans les piscines avec une ligne lumineuse à côté. Et du coup, quand j'ai mes paupières fermées, j'ai une partie de mon cerveau qui s'occupe de savoir si, avec l'intensité lumineuse dans ma paupière fermée, si c'est plus fort, c'est que je me rapproche de la ligne et que je vais me taper la ligne. Et si c'est de moins en moins fort, ça veut dire que je m'éloigne dans les profondeurs sombres de la Méditerranée. Et donc cette partie de mon cerveau, elle sert en fait à me calibrer en termes de position par rapport à cette ligne. Et pendant ce temps, il y a une autre partie de mon cerveau qui dort complètement et qui se régénère. Et ce qu'on a découvert et qui a vraiment fait penser que le cerveau vraiment récupérait, dormait presque, c'était qu'en fait, après ces périodes de dormir en nageant qui passent de plusieurs dizaines de secondes à plusieurs minutes parfois, que en fait, j'ai plus d'hallucinations pratiquement après ces périodes. Donc ça montre vraiment que le cerveau finalement se régénère pendant ces périodes de dormir en nageant. Alors tu l'as mentionné plusieurs fois d'ailleurs, tu dis que tu as eu des hallucinations. De folie. Est-ce que justement tu peux nous raconter peut-être très rapidement ce que tu as pu voir ou Avec ressentir? plaisir. Alors au départ, c'est des toutes petites changements de perception. Donc ma ligne d'eau par exemple se transformait en un serpent. Donc rien d'affolant, mais juste des choses qui se transforment. Beaucoup de références animaux, Disney, un peu bizarre. Et puis ensuite, ce qui a commencé à être très étrange à partir de la 3e nuit, c'est que ma réalité complète changeait. C'est-à-dire que si toi, tu es un membre de l'équipage, tu es à 2 mètres de moi, je ne te vois plus. Donc, en fait, mon cerveau coupait toute information et créait un monde en fait, dans lequel j'étais plus ou moins safe, en tout cas dans ma tête. Et donc, je me voyais à la plage, je me voyais dans une cour avec un château. Et c'était assez fou parce que je voyais plus du tout mon équipe. Donc, je les entendais, je savais qui était qui. Donc, j'étais lucide. Je me rappelle de toutes les hallucinations que j'ai eues, de tous les échanges avec mon équipe sur ces 5 jours, 4 nuits. Mais impossible de me mettre en fait dans la mer. Je ne savais plus pourquoi vraiment j'étais là, à combien de jours et nuits on en était. J'avais en fait ma réalité qui était complètement changée. Je touchais l'eau, j'avais l'impression que c'était du sable. J'avais l'impression que j'étais hors de l'eau, donc on me demandait de nager, mais en fait moi j'étais là, je suis dans l'herbe, donc comment tu veux que je nage? Donc on me disait, mets-toi à plat ventre dans l'herbe, fais un mouvement après l'autre. Enfin, ça laissait place à des discussions incroyables qu'on a tout filmé et qui seront dans ce documentaire qui va être très très drôle, en tout cas sur ces parties d'hallucination. Mais sur la fin, ça a été vraiment très très difficile de vraiment même savoir qui j'étais. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on m'a sorti de l'eau à 2 km de l'arrivée pour des raisons de santé. Donc ouais, c'était chaud. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, c'est qu'au bout d'un moment, ces allus, elles étaient tellement fortes que c'était juste plus possible, donc tu pouvais plus avancer. Alors, c'est le manque de fatigue qui crée ces hallucinations. Entre autres, pour nous, on avait 2 règles donc 2 personnes de l'équipe avaient 2 règles à suivre. Si une de ces règles ou les 2 étaient cochées, il fallait me sortir de l'eau. La première, c'était que j'arrivais plus à nager. Donc mes brûlures, qui sont encore présentes aujourd'hui, 15% de mon corps à peu près qui a été brûlé au 2e degré profond. J'étais mon aisselle qui a été complètement sectionnée. Donc chaque mouvement était un supplice. On a travaillé avec des coupeurs de feu, des gens qui ont le secret, qui ont travaillé sur moi pendant la traversée et qui ont fait que mes douleurs se sont
on va dire, bien atténué, voire disparu complètement pendant certaines périodes. Et à la fin, c'était tellement à vif, j'étais tellement fatigué que je sentais vraiment énormément cette douleur, donc je n'arrivais plus à nager, j'étais sur le dos. Et le deuxième point, c'est la respiration. Donc évidemment, la respiration qui est au cœur de tout. En fait, qu'on savait, enfin, qu'on a, je dirais pas sous-estimé parce qu'on le savait, c'est que en fait, quand on nage, on a des microparticules d'eau qui s'avalent, des microgorgées. Et donc, petit à petit, en fait, on emmagasine du sel dans les poumons et ça rend la respiration très compliquée. Donc, ces deux règles ont été cochées et c'est pour ça qu'on m'a sorti de l'eau après 102 heures et 191 km. Et maintenant, tu es dans quel état d'esprit après cette traversée? Est-ce que tu te dis, est-ce que je la retente une dernière fois parce que j'ai quand même envie de gratter ces 2 derniers petits kills, ou tu te dis, c'est bon, là, je pense que le job, il a été fait quand même, et est-ce que tu vas passer sur un autre défi peut-être? Alors, c'est marrant parce que même avant de partir, je l'avais annoncé que je ne ferais pas une troisième tentative. Je pensais aussi la réussir, pas haut la main, mais en tout cas, on était bien entraîné pour. Ce qu'on n'avait pas sous-estimé à nouveau, mais qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on maîtrise que 10% de cette traversée. C'est-à-dire ma préparation, mon mental, ma nourriture, le bateau, le tracé. Mais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la nature, pour laquelle, en fait, ce défi était la mission principale. Et donc, les vents, les courants, on a eu des orages, on a eu des très forts vents, malgré que la période et la fenêtre étaient la meilleure qu'on pouvait avoir sur ce qu'on s'était donné. La seule de l'été aussi, ce qu'il faut souligner, donc la chance qu'on a eue. Et puis, non, c'était vraiment très difficile. Et j'ai nagé beaucoup plus de kilomètres que les 171, qui est la distance vol d'oiseau entre Calvi et Monaco. Nous, on avait estimé à 180. J'ai fait 191. La référence en Méditerranée, c'est 142 km. On a presque rajouté 50 km à cette référence. Aujourd'hui, on parle beaucoup du record, qui aurait dû être homologué comme une traversée, donc de relier 2 points précis. Mais aujourd'hui, en fait, il y a eu tellement d'engouement et de bruit autour de cette nage qu'il y a plusieurs, on va dire, fédérations et organismes qui souhaitent homologuer cette nage comme une nage et plus comme une traversée, puisqu'à nouveau, elle est historique et aucun autre être humain, à notre connaissance, n'a jamais fait ça dans ces conditions. Et le plus impressionnant par rapport à d'autres références, c'est le temps passé dans l'eau. Les nageurs, généralement, passent entre 50 et 60 heures. Nous, on a fait 102. Donc, c'est juste gigantesque. Et c'est pas juste 2 fois plus environ. C'est beaucoup plus. Chaque heure est de plus en plus exponentiellement difficile avec les hallucinations, le manque de sommeil, puisque j'avais pas le droit de sortir de l'eau. Donc, je suis très fier de moi, de la mission environnementale qu'on a pu porter, sensibiliser près de 60 millions de personnes à travers ce projet, ce qui est pratiquement l'équivalent de la population de la France. Donc, je crois que notre job est fait. Et maintenant, on va réaliser ce documentaire, peut-être écrire un livre et surtout pouvoir peut-être se concentrer sur un prochain défi, on verra. Alors justement, j'allais revenir là-dessus, tu dis que ça a touché à peu près 60 millions de personnes, donc on peut aussi se dire que bon, voilà, le message il est passé et que est-ce que tu as toi, en tout cas à titre personnel, l'impression que les gens ils prennent de plus en plus conscience de la préservation des eaux et des océans, et notamment justement grâce à cette traversée? Alors je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'était de reconnecter les gens avec la mer et l'environnement de manière générale. La preuve, c'est qu'on a des gens sur les abords de la Méditerranée qui ne savent même pas quelles espèces vivent dans la mer. Donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui protéger quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est assez simple. Donc pour nous, la première mission, c'était de rendre connu finalement le vivant, ce qui se passe en Méditerranée et tous ces animaux qui dépendent de la qualité des eaux. Ensuite, c'était de partager les enjeux. Les gens ne savent pas du tout que le premier enjeu sur cette zone, cette aire marine protégée qui ne l'est pas du tout, c'est le trafic maritime. Donc parler de ça, de dire quelles sont les solutions, que ce soit pour les politiques, les sociétés maritimes, baisser la vitesse, les politiques, mettre des lois, et puis le grand public pour tout ce qui touche à la pollution plastique. Et surtout, s'ils font des voyages en bateau, d'être avec des bateaux qui justement respectent ces limitations potentiellement de vitesse, qui sont en accord finalement et qui limitent les collisions mortelles avec les cétacés, qui est la première cause de mortalité sur la zone. Et puis ensuite, il y a l'aspect politique, donc d'aller taper tout en haut. On a eu la chance en 2024 d'avoir le prince Albert qui est venu me voir à Calvi avant mon départ de ma première tentative. Cette année, il était censé être là à l'arrivée, qui ne s'est malheureusement pas concrétisé comme on le pensait. Donc on se réjouit de pouvoir discuter avec lui, qui fait bien sûr partie de ce trio qui gouverne cette zone avec l'Italie et la France. Et donc de voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette nage qui a connecté le grand public et qui a fait connaître tous ces enjeux, et comment on peut utiliser aussi finalement cette influence, ce moyen de pression pour pouvoir faire changer les choses de manière durable. Et puis l'un de mes prochains défis, je pense que ce sera la politique. De pouvoir, au niveau local, d'abord à Morges, peut-être au conseil municipal, de me présenter, de pouvoir changer ça, parce que en ayant observé ça, je me rends compte que sensibiliser c'est bien, récolter des fonds pour permettre à certaines associations ou projets de voir le jour c'est bien aussi,
Mais en fait, il faut absolument être au cœur de là où tout se décide et c'est la politique qui décide de ça. Donc, j'aime pas trop ce mot, je trouve ça un peu ringard, politicien, politique, mais je vais essayer de rendre ça sexy. Et puis surtout d'être à la hauteur des enjeux qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut souligner. Il y a à nouveau l'environnement, l'économie, comprendre tout ça et puis de faire en sorte que ce soit cohérent et de trouver des solutions et surtout peut-être de l'innovation pour apporter des choses concrètes à la Suisse qui m'a vu grandir et qui m'a suivi dans tous ces défis. Très bien, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette partie plus formelle de l'interview. On va donc maintenant passer à vos questions. La régie devrait me les envoyer d'ici peu. C'est fait, c'est chose faite. Alors, la première question qui a été posée donc, par un de nos viewers, c'est quel montant a été récolté pour la conservation des océans durant la traversée? Alors, on a collecté par le biais des mètres cubes aujourd'hui le volume net, je l'ai vérifié ce matin, j'avais préparé mes questions, à peu près 90 000, sachant qu'on avait collecté 25 000 l'année dernière. Et sur la première année, donc les 25 000 qu'on a collectés, on s'est engagé à avoir 40% du coût de ce montant qui allait être dédié à un projet, qui va être en fait un appel à projet qu'on va soumettre en fait à tous les gens qui ont contribué et qui vont pouvoir choisir. On l'a pas fait à la suite de la première traversée parce qu'il fallait réussir le projet. Et surtout, on voulait voir cette année si on allait collecter plus et pouvoir allouer une partie de ces fonds pour pouvoir rajouter en fait à ce projet, à cette enveloppe de 10 000 euros, 10 000 francs suisses. Et donc, on n'a pas encore bouclé les comptes du projet puisque cette année, les fonds collectés, donc à peu près, donc ça fait 90 000 moins 25 qui ont été collectés cette année, ont été 100% dédiés à la campagne, donc au projet, donc l'organisation du projet, les bateaux, la gestion de l'équipe, les prévisionnistes, etc. Et on s'est dit que si on avait, un bénéfice, on allait du coup le répercuter sur ce projet. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu une bonne surprise parce qu'on est parti très très tôt. On est arrivé à Calvi samedi, on est parti lundi, donc notre stand-by, la période où on attendait en fait le départ était très courte, donc on n'a pas payé beaucoup d'hôtels ni beaucoup de nourriture. Les bateaux ont été loués pendant 3 semaines, mais malheureusement, très rapidement, on n'en avait plus besoin. Donc on est en train de discuter un peu de tout ça. C'est des frais gigantesques qui du coup potentiellement nous seront remboursés et qui nous permettront de pouvoir allouer plus de fonds à cet appel à projet et surtout peut-être même aider plusieurs projets. Ce qui est très difficile, et ça on l'a compris après, c'est que 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros pour faire un projet impactant, c'est pas grand-chose. Donc, on est aussi en discussion avec différents acteurs, que ce soit Monaco ou aussi la Corse, qui a été vraiment aussi une terre d'accueil, on peut le dire pour nous, de voir comment ces fonds peuvent être complémentaires à ce que l'État, en fait, aujourd'hui met en place, parce qu'il faut savoir que les aires marines protégées, elles sont financées par l'État. Donc, aujourd'hui, pour nous, de créer une aire marine protégée, ça n'a pas de sens. Ce serait, en fait, investir ce que l'État devrait faire. Donc, il faut trouver des manières, on va dire, de réussir à être complémentaire aux efforts de l'État et surtout d'avoir quelque chose d'efficace où ces fonds vont vraiment servir à avoir une différence sur notre zone, ce sanctuaire. Et donc, on est en train de faire cet appel, de recevoir les candidatures. Il y a un groupe d'experts de la conservation, mondiale même, qui va se réunir et du coup choisir avec moi les projets et ensuite on les soumettra au vote et celui qui aura le plus de votes sera choisi et financé. Très bien. La deuxième question, je crois que tu en as un petit peu parlé justement, c'est est-ce que tu vas rentrer au record du Guinness Book du coup avec cette traversée-là, mais qui sera du coup comptée comme une nage et pas comme une traversée. Voilà. Donc effectivement, vu que je suis sorti de l'eau à 2 km de la plage d'arrivée et qu'une traversée doit avoir un point A et un point B, une sortie d'eau à la Malléole pour être plus précis, pour être homologué. Et donc, on est en train de discuter du coup avec différents organismes, dont le Guinness World Record, sachant que notre traversée a été homologuée, c'est-à-dire la World Open Water Swimming Federation a ratifié, comme on dit, le record sur la base d'un document et un suivi en direct constant en fait de mes pauses, de combien de temps, les positions GPS, c'est très complexe. Et du coup, eux ratifient, c'est les experts du coup de la nage, disent qu'on a suivi les règles, qu'on a suivi du coup la catégorie qui est courant neutre, c'est-à-dire de ne pas avoir un courant continu qui pousse dans le même sens, qui fait que c'est une autre catégorie, rivière, etc. C'est pour ça que beaucoup de gens nous ont dit il y a des nages de 250 km, oui, qui sont faites dans des rivières où il y a 10 km/h de courant. Donc voilà, c'est des conditions qui sont un peu différentes. Et aujourd'hui, on a ce dossier, puis on doit l'apporter du coup au Guinness World Record et aussi d'autres institutions qui peuvent aujourd'hui officialiser plusieurs catégories, entre autres la plus longue nage au monde en combinaison en courant neutre, la plus longue nage au monde en courant neutre tout court, avec ou sans combinaison. On a l'océan aussi avec ces deux mêmes catégories et le plus longtemps passé dans l'eau salée en nageant. Donc c'est à peu près ces 5 catégories qui vont être discutées et de voir lesquelles seront intéressants.
Mais aujourd'hui, je vous avoue qu'on n'a pas forcément besoin de ce record. La mission, elle était de tenter. On a réussi, en tout cas dans ma tête, à faire les kilomètres bien plus que ce qu'on pensait. Et puis de montrer les limites du possible et d'utiliser ça pour la nature. Et pour moi, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas forcément ça qui me tient, on va dire, aujourd'hui éveillé, dont je me réjouis d'avoir la réponse. C'est un plus, on dirait. Okay. Troisième question. De nos viewers. A-t-on des nouvelles de la série que Noam devait produire? Il l'avait financée grâce à un crowdfunding. Excellente question. Alors, on parle de la série De Clous que j'ai lancée en 2019 avec un crowdfunding. Une série qui avait pris énormément d'ampleur, beaucoup d'engouement, qui avait été largement relayée par le 20 minutes, notamment, qui était l'un des partenaires finalement de ce projet. Très rapidement, donc, on a collecté à peu près 50 000 francs suisses, qui est le record sur Kickstarter dans la catégorie cinéma en Suisse. Et puis, s'en est suivi une grosse vague de difficultés. La première, ça a été d'être approché par un énorme diffuseur, qu'on ne va pas pouvoir citer malheureusement, avec qui on a discuté pendant des mois et qui, suite au Covid, qui est arrivé, on va dire, début 2020, a stoppé net l'avancée de cette série. S'en est suivi la grève des écrivains aux États-Unis, puis des acteurs. On a plusieurs fois signé des contrats qui aujourd'hui nous auraient permis aujourd'hui de concrétiser cette série, mais malheureusement la vie a fait que ça ne s'est pas fait. J'ai jamais abandonné, comme je n'abandonne jamais mes projets. Aujourd'hui, il est en cours d'être remis sur pied. On est en train de discuter avec plusieurs potentiels, on va dire, diffuseurs qui pourraient produire et justement diffuser cette série. C'est un travail de longue haleine que je n'ai pas abandonné, mais qui est fait dans l'ombre. Et puis voilà, beaucoup de raisons qui font que ça a été vraiment très difficile. Et à nouveau, on a communiqué avec les contributeurs, donc toutes les personnes qui ont financé ce projet, pour les tenir au courant d'année en année de ce qui se passait, des difficultés que j'avais. La série est écrite, tous les personnages sont complètement complétés. En gros, il reste plus qu'à trouver, on va dire, chaussure à notre pied pour pouvoir aussi honorer les contreparties dont certains avaient la chance de pouvoir jouer dans la série. Donc c'est des choses qu'on souhaite absolument garder et qui ne sont pas toujours possibles avec certains diffuseurs. Donc on garde l'essence de cette série qui, je pense, va faire beaucoup de bruit quand elle sortira, d'autant plus avec tout le travail qu'on a mis pour qu'elle se réalise. Une question un petit peu plus légère maintenant. Il paraît que l'un de vos héros, Léo Marchand, vous suit depuis hier sur Instagram. Donc on parle du nageur français titré aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une vraie reconnaissance pour toi ? Alors, je base pas mon bonheur ou tout ça sur les gens qui me suivent sur Instagram, bien que c'est quand même c'est mon métier, et ce qui nous fait avancer, et ce qui intéresse les sponsors, c'est sûr, et les médias et les marques. Mais c'est fou parce que en fait, quand on a fait la première tentative, c'était à peu près quelques jours après la fin des Jeux Olympiques où Léon Marchand avait raflé toutes les médailles, battu des records du monde. Enfin, c'était impressionnant. Et la première chose, le premier titre qui est sorti de cette interruption de traversée à 103 km en 48 heures, c'était mieux que Léon Marchand. Le Libération titre ça et on se dit waouh, un petit Suisse qui débarque en Méditerranée, dit qu'il va battre un record du monde, s'arrête à 103 km et eux disent mieux que Léon Marchand. Et on se dit waouh, là on a réussi quelque chose. Et ensuite de réussir à porter encore plus cette cause qui est les enjeux en Méditerranée, dont certains critiquent le côté égocentré d'avoir un nageur, qu'on parle plus de moi que de la cause, sauf que ce qu'on ne comprend pas, c'est que sans moi, il n'y a pas de nage, sans nage, il n'y a pas de record, sans record, il n'y a pas d'intérêt, sans intérêt, il n'y a pas la capacité de parler de l'environnement. Donc à nouveau, on comprend toutes ces critiques, certaines sont constructives, mais c'est vrai que c'est impossible de plaire à tout le monde. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de haters, ce qui est quand même une bonne nouvelle, malgré à nouveau des choses qui peuvent ne pas être comprises ou appréciées de tous, c'est pas un problème. Mais je suis très content de ce qu'on a réussi à faire et ce petit clin d'œil de Léon Marchand, c'est aussi une petite cerise sur le gâteau, on va dire. Et j'espère le rencontrer, surtout, et de pouvoir discuter avec lui parce que je pense que comme moi, c'est un mec complètement banal et qui a été mis dans une lumière incroyable par ses qualités de nageur et de sportif. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre dans des catégories complètement différentes. Et Énergie à Paris m'a demandé si je pouvais le battre sur 2 km. Je leur ai dit mais oubliez, c'est impossible. Donc il est vraiment le meilleur nageur de la planète, il y a vraiment rien à dire. Ouais. Dernière petite question, je pense, pour conclure ce live. Ça vient toujours des viewers. Est-ce que tu peux dire combien a coûté cette traversée ou c'est vraiment des sommes beaucoup trop astronomiques pour en parler ? C'est des sommes astronomiques. Alors, je peux pas vous dire à l'heure actuelle combien ça a coûté parce que c'est pas encore fini. Un projet, généralement, chez nous, il commence à peu près du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, le préparer, l'organiser, chercher les sponsors, tout ça. Et donc, la difficulté, mais le budget, je l'ai très bien en tête. Donc,
avant d'aller chercher des sponsors, on établit le budget, c'est-à-dire si on n'avait rien qui était offert, sachant qu'on a une grosse communauté sur les réseaux sociaux, il y a certains partenaires qui nous donnent des prix préférentiels ou même nous prêtent des bateaux, par exemple. Ça n'a pas été le cas à 100%, mais c'est un exemple, nous donnent des places au port plus ou moins gratuitement, alors que ça coûte très très cher. Enfin bref, on ne voit pas du tout tous les coûts qui sont cachés derrière tout ça. Il y a évidemment les salaires qu'il faut payer. On était à peu près 10 personnes à travailler sur ce projet pendant à peu près une année. Certains étaient plus ou moins à plein temps, mais ça reste quand même un certain montant. Et puis ensuite, il y a une dizaine de personnes supplémentaires qui sont l'équipe rapprochée du bateau. À rajouter à ça, il y a ensuite les externes, donc les prévisionnistes, les coachs mentaux, physiques, etc., médecins. Et tout ça, évidemment, ça se paye. Il y a à peu près 50 personnes qui gravitent autour du projet. Et le budget, si on n'avait rien eu d'offert ou quoi que ce soit, c'est à peu près 1 million. Donc c'est gigantesque, évidemment. C'est pas ce qu'on a payé, c'est pas ce que ça a coûté. Aujourd'hui, on collabore notamment avec Cornercard, qui est un des partenaires qui nous a sauvé la mise et qui nous a permis de rendre cette traversée possible, parce qu'on a perdu un sponsor au début de l'année qui m'a suivi depuis le début, et pour des raisons très obscures, ils ont quitté l'aventure, c'est leur droit. Mais voilà, on s'est retrouvé en fait sans notre sponsor principal. Et ça a été très difficile de relever la barre, et c'était évidemment ma mission en tant que chef de projet, mais aussi nageur, athlète et préparateur de tout ça, de retrouver quelqu'un dans l'immédiat, sachant qu'en janvier, tous les budgets sont déjà bouclés, donc on a eu très très peur, mais on a réussi à relever la barre et puis de pouvoir amener ce projet. Aujourd'hui, on n'a pas bouclé 100% le projet, mais je crois qu'on n'aura pas de perte, ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle. Et puis grâce aussi à la nature qui nous a fait partir très très vite et donc qui nous a fait économiser quelques frais de logement, nourriture et aussi j'espère des bateaux qui ont pu être potentiellement reloués après qu'on les ait ramenés, sachant qu'on était censé rester 3 semaines, on n'est resté qu'1 semaine finalement. Très bien, merci beaucoup Noam d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci pour toutes ces questions très pertinentes qui donnent aussi beaucoup de clarté sur ce projet qui est bien plus qu'une traversée à la nage. Donc merci pour tout ça. Et on te souhaite de te rétablir encore mieux pour pouvoir repartir à l'aventure. Repartir à l'aventure. Exactement, merci. Et pour celles et ceux qui nous regardent, évidemment, vous pouvez retrouver son parcours, ses futurs défis sur ses réseaux sociaux et sur 24heures.ch. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!